Hola Nicole, es un gran honor conversar con usted hoy y poder llevar un poquitito de Canadá a nuestra querida Argentina. Bienvenida a la Feria del Libro Buenos Aires 2022. Gracias. Como muchos de ustedes saben, Nicole, usted ha visitado Argentina 5 veces, un montón. Y desde su primer viaje se encuentra con poetas feministas, con quien en plena efervescencia del movimiento de mujeres y de la teoría lesbiano-feminista, entra en diálogo perfectamente. Allá por el 89, usted escribía algo maravilloso que es crecer, amar, imaginar, vivir en un cuerpo de mujer, seguramente tener una lectura diferente de la realidad. Hay cosas que le suceden solamente a las mujeres. Escribir "yo soy una mujer" está pleno de consecuencias y vaya si lo es. Hoy, 30 años después, ¿cómo resignifica esa mirada a través del tiempo, de las memorias y también trazada por una revolución tecnológica que hace reinterpretar la realidad? Mais c'est une question extraordinaire parce que c'est une question, somme toute, que je me pose encore aujourd'hui parce qu'elle concerne la réalité, parce qu'elle concerne le sens, et parce qu'elle concerne, ce que nous sommes en train de vivre avec, les nouvelles technologies et les biotechnologies, en particulier. Alors donc, la question de la réalité, depuis longtemps et avec la conscience féministe, je me suis posé la question de la réalité et de la fiction. Hein, il y a une expression qui dit, la réalité dépasse la fiction et cetera. Mais en fait, il est difficile de penser que la réalité ne serait que la matière ou qu'elle ne serait que ce qui est visible. La réalité, c'est aussi toute la partie invisible du vécu, de l'affect ressenti par les gens. Et dans la mesure où la vie des femmes n'est pas incorporée dans ce qu'on appelle la réalité sociale, là, et maintenant, elle l'est un peu plus, beaucoup, mais il ne faut jamais oublier que nous sommes extrêmement minoritaires. C'est un petit groupe de femmes qui a l'occasion de vivre son questionnement féministe et ses revendications féministes. Je pense que la majorité des femmes sur cette terre sont toujours installées dans la réalité de manière à ce qu'on puisse encore dire, écrire, je suis une femme et plein de conséquences. Et à ce qu'on puisse dire aussi, il y a des choses qui n'arrivent qu'au corps des femmes, en fait. Et ces deux choses, ce sont la maternité et ce sont l'amour lesbien. Un élément, la maternité, étant vécu par une grande majorité des femmes et l'amour lesbien par une minorité de femmes et étant transgressif, et rebelle, etc. Et surtout étant la reconnaissance de l'autre femme comme un sujet plein et intégral, comme un sujet intégral. Alors, ce sont des questions, oui, qui nous traversent et qui nous traversent fort probablement par l'introduction des nouvelles technologies dans nos vies, c'est-à-dire qu'elles ont changé notre rapport au temps, notre rapport à l'espace, notre rapport au corps et notre rapport aux autres aussi. Euh, et notre rapport au corps, et là, c'est là que la question peut se poser, avec les nouvelles biotechnologies de reproduction et de changement de sexe aussi, on peut poser la question, est-ce que la phrase est toujours valable? Il y a des choses qui n'arrivent qu'au corps des femmes. Est-ce que cette phrase est toujours valable? Et elle l'est encore parce que il y a un étrange phénomène dans le patriarcat, c'est que on montre les femmes, mais on les efface presque automatiquement. On les montre dans leur corps, mais on les efface dans leur humanité. Et donc, il nous a fallu de tout temps jouer avec ces contradictions pernicieuses de la pensée patriarcale, très rusée d'ailleurs, et très caméléon, qui se transforme selon les circonstances. Comme je dis, il y a
un patriarcat dur, hard, un patriarcat hard du côté des religions, et puis il y a un patriarcat soft du côté du néolibéralisme qui fait semblant que ça va, tout va bien, tout va bien. Alors donc, pour répondre à votre question, oui, je continuerai de dire les deux phrases parce que ça concerne tellement plus de femmes que le nombre de femmes que nous, en Occident, pouvons à l'occasion représenter. Voilà. Hay un exquisito lenguaje del uso de este lenguaje suyo, Nicole, a lo largo de toda su obra, donde la sonoridad y los matices que esta provoca logra crear emociones muy profundas. ¿Cómo es ese acto de exploración del lenguaje, de la vida de las palabras? Y cómo es ese diálogo en ese viaje a través del lenguaje a la hora de traducir un poema o un texto? Ben, je dirais tout d'abord que pour moi, écrire, c'est du plaisir. Beaucoup de femmes m'ont dit qu'elles écrivaient souvent dans la souffrance. Pour moi, l'acte d'écriture me procure un plaisir qui réjouit en quelque sorte des zones mentales du cerveau et des zones affectives du cœur. La langue, elle fait plaisir, on le sait, avec les jeux de mots, avec les sons, avec le rythme. La langue nous donne un élan vers, je ne dirais pas le mot transcendance, mais elle nous donne un élan de vie qui nous pousse vers quelque chose qui fait du bien à l'être, qui nous pousse vers l'être, premièrement, et non pas vers l'avoir, le verbe avoir. Et donc, avec le verbe être, nous avons une continuité dans ce que j'appellerais une certaine forme de beauté. Euh, je n'écris pas pour m'exprimer, j'écris pour explorer. Justement, vous l'avez mentionné, pour l'exploration, pour la découverte, je l'espère chaque fois, d'un inédit. Et si je tiens la langue et l'acte d'écriture comme étant deux actes, deux réalités stimulantes, c'est que grâce à l'écriture, grâce à l'acte d'écriture, nous pouvons produire des objets de beauté, des objets de pensée qui ne pourraient pas exister sans l'acte d'écriture. Parce que lorsque nous parlons, lorsque nous pensons, tout va très vite. Mais lorsque nous écrivons, nous pouvons ralentir, nous pouvons effacer, nous pouvons nous manifester dans le temps antérieur, et le temps futur et l'extrême temps présent. Donc, c'est un espace de liberté qui, à mon avis, a apporté à l'humanité des objets de pensée et d'émotion qui n'auraient pas pu exister sans cet acte merveilleux qui est celui de l'écriture et qui est peut-être le premier prolongement du cerveau, comme le télescope et le microscope sont des prolongements de l'œil. Je pense que l'écriture est le premier réel prolongement de la technologie, la première technologie comme prolongement du cerveau, si je peux dire, oui. Et elle traverse tout le corps. Elle ne passe pas seulement par la tête, elle traverse tout le corps. C'est la pensée de l'émotion et l'émotion de la pensée. Les deux doivent se produire en même temps, ensemble, lorsque nous écrivons. Oui, pour moi en tout cas. Cuando comenzó esta pandemia, le contaba días atrás, una de las primeras cosas que me llamó la atención desde el lenguaje fue lo que decidieron llamar distancia social y no distancia física. Esta distancia que teníamos que tener entre nosotros. Esta convivencia de 2 años con las distintas propuestas e impuestas distancias hacen sentir que las circunstancias y las consecuencias sean muy diferentes. ¿Cómo siente que influyó en la producción de su poesía, de su escritura, y cómo es hacer poesía en estos tiempos tan difíciles y tan dramáticos? C'est drôle parce que je devrais vous dire que, quoi qu'il en soit,
la poésie, elle traversera toutes les épreuves, elle traversera le temps. Probablement aussi que le plaisir que les gens ont de se faire raconter une histoire, donc de la narration, mais je dirais que la poésie, c'est ce qui foudroie tout dans le temps et dans la langue, presque inévitablement. Euh, oui, avec la COVID, on a ressenti la distance, mais toutes les sociétés ont des règles de distanciation, quoi qu'il en soit. Ça peut être de 1 mètre, dans d'autres cultures, être beaucoup plus éloigné. Alors, toutes les cultures ont déjà un code, entre guillemets, de distanciation. Cette fois-ci, c'était pour presque tous les gens, c'était un code de distanciation, mais un code d'évitement des gens. Ça, c'est plus pernicieux que la distanciation, c'est d'éviter les gens, de se presser, d'aller plus vite pour les contourner. Ça, c'est plus dangereux. Et il y a aussi la question de la distance, mais peut-être la question de l'absence aussi. Ne pas pouvoir être avec, ne pas être avec. Ça, c'était un élément qui était, je pense, difficile, particulièrement pour les amoureux et les amoureuses, mais c'est un élément pour toute la vie affective qui est en nous qui était difficile. Je sais que pendant ces 2 ans, j'ai beaucoup apprécié mon jardin. J'étais attentive, moi, l'urbaine radicale, j'ai été très attentive au feuillage, aux petits changements, au silence, bien sûr, du jardin, au silence et au chant des oiseaux, toutes choses, disons, qui ne sont pas habituellement des éléments d'inspiration, mais soudainement qui ont pris un espace, un bel espace, qui ont agrandi mon espace et qui ont déployé un bel espace aussi autour de moi. Mais là, il faut revenir à la question du sens. Tout à l'heure, je parlais des nouvelles technologies. En fait, ce qui, moi, m'a troublée depuis, je dirais, les 4, 5 dernières années, c'est véritablement le sens éphémère, le sens fluide qui disparaît, qui apparaît et redisparaît, qui prend des formes variées. Alors, je me dis, ou nous sommes sur le point d'entrer dans une autre civilisation, ou de changer d'espèce, ou la nature, ce que nous appelons la nature humaine est sur le point aussi de se transformer. Déjà, on remarque des changements dans le cerveau des enfants avec les appareils numériques, etc. Mais c'est la question du sens qui se pose, la question, entre guillemets, de la vérité. Nous savons que la vérité n'est jamais l'exacte vérité, tout comme la réalité dont nous avons parlé. Mais c'est extrêmement, même si un poète défait les conventions du sens et de la vérité pour en offrir d'autres, de nouvelles, il n'en demeure pas moins que c'est extrêmement angoissant de savoir que le sens est, est érodé, est sous l'effet de l'érosion, en fait. Parce que le sens, c'est aussi une partie de la direction de nos vies, de l'environnement vital pour bien vivre nos vies. Et ça, pour moi, c'est une des choses les plus difficiles, c'est que il faut apprendre, et ça, je veux bien être quantique et non plus dualiste. Je pense que c'est il y a un déplacement vers le quantique où nous pouvons être partout à la fois et voilà, alors que d'être ou ceci ou cela. Le dualisme, c'est très ennuyeux et d'ailleurs, très jeune féministe, je pensais aussi qu'il y avait au moins un troisième élément, un troisième espace pour que la conscience puisse circuler et offrir un espace de liberté et d'autonomie aussi, et sans nécessairement rejeter tous ceux qui, malheureusement, ont une pensée patriarcale, mais essayer de trouver des solutions, en quelque sorte, à ce dualisme. Et je me dis, oui, nous entrons dans une phase quantique et nous n'en connaissons rien du point de vue individuel, mais on peut le fantasmer. Et en le fantasmant, quelque chose peut arriver et transformer le sens d'une manière
qui soit viable, si je peux dire. Voilà, c'est ça. Nicole, cuéntanos algo de tu último libro, por favor. Well, it is a strange book of poetry. The book has been written and created because there is a young composer in Quebec who is working on an opera on Mauve Desert, the Désert Mauve. And so he's been now working for since 2-3 years, and it will go on for another 2 years, I guess so. And he asked me, would you like us to make a book of poetry? And I would do the visual part. And what's interesting is that the visual part, which is called the tableau sonore, sonorous painting, or it are also partition in music. I mean, if he puts the line, it can be read as music and it can be read as a visual object. So that is very interesting. And then you have the poetry. And for me, this book resemble me, of course, but it brings new dimension. For example, the title is Long, the nail, and the nail polish. No, nail polish. Yes, yeah, absolutely. So it is the nail and the nail polish, which is interesting because at the same time it brings part of the body, part of aggressive. It can be, the nail can be very aggressive, and you have no control on it because it keeps, ça grandit toujours. You have to cut it, but it comes back again. And the nail polish, which is also the art, the culture, the polish that we put on our soul, let's say, through culture, okay? And so it goes in different places. It goes in different cities. It goes in different posture. It goes in the long poem, which says, this manuscript can be destroyed very easily, can be very fragile, and so on. So it's different dimension of the quest of meaning as well, of which I was talking before. And so for me, it is a strange new book, a very beautiful object. And I'm trying to figure out the soul of the book. And if that soul resemble our new soul with the new technology as well, you know. It's a new adventure. It is, yes, it is. And it is a material also to think and to learn about, but I don't know yet exactly from what angle and so on. Yes. Nicole, if you want to read some poems. Soyons clairs, nous n'irons pas plus loin qu'une seule langue à la fois. Tourbillon de respiration, de l'épaule aux premières côtes du rêve, je m'étais rassemblée, foule ailée, un instant majoritaire, pronom recomposé, je vis le présent rouler, faste entre les pensées. Soyons clairs, je marche dans ma propre narration, un nœud nouveau de nuit dans l'être. Je reste avide de métaphores et petits bruits d'ailes. From another book. This one, I don't know if I don't think I have a translation. It is from a book published in 2015, from a book called Temps qui installe les miroirs. Tu devras devenir ton propre temps, la même idée, 100 fois trempée dans le silence. Thank you very, very much, Nicole. Thank you for your enormous generosity and for everything. Thank you very much. And really, we hope to see you in the next Buenos Aires Book Fair. Well, that would be my pleasure. Absolutely. And thank you very much for inviting me to this event and to be part of the Feria del Libro. Oui, en virtuel, mais wonderful quand même. Yes. Thank you. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.